Bonjour tout le monde, ici Daniel Blouin, bienvenue dans cette nouvelle entrevue Sortie de zone. Je suis aujourd'hui avec Édouard Getta. Comment qu'on dit ton nom? Getta. C'est très bizarre, il y a un Z à la fin, mais on le ça fait des années que je le connais, j'étais même pas certain de la façon de prononcer son nom de famille. Édouard est un gars que j'ai connu à l'âge de 21 ans quand je suis parti en tournée mondiale avec le groupe américain Up With People. C'était mon ami francophone du groupe parce qu'on n'était pas beaucoup de francophones et on s'entendait très bien. Et on s'est revus quelques fois. J'avais 21 ans, là j'en ai 44. Ça fait plusieurs années. On s'est revus quelques fois, mais pas si souvent. Là. Présentement, on est dans tes bureaux. Premièrement, merci Édouard un plaisir de me recevoir dans tes bureaux en plein cœur de Manhattan à New York, à quelques pieds de Times Square. C'est juste. C'est fou. Qui aurait dit qu'un jour, je te passerai en entrevue pour parler de tes sorties de zone parce que tu en as fait des grosses dans ta vie. Toi, en premier, il faut que je dise que Édouard est suisse. Suisse, est-ce qu'on dit suisse français, suisse roman? Suisse roman. Suisse roman, donc francophone. J'aimerais ça que tu me résumes un petit peu ton parcours et qu'on entre petit à petit dans tes sorties de zone impressionnantes. OK. Eh bien, écoute, oui, moi, j'ai commencé par être suisse à 100%. J'ai commencé par être suisse. J'ai grandi en Suisse, dans un pays qui est magnifique, dans un pays qui est très riche aussi, en beauté, matériellement. En confort. En confort, beaucoup de confort en Suisse. Et puis, j'ai grandi de manière assez traditionnelle, avec quand même quelque chose qui était totalement inhabituel, qui était le fait que j'avais un frère qui était producteur de spectacles et qui est plus âgé que moi, qui a 8 ans de plus que moi. Et donc, il a commencé à être producteur à 17 ans. Et moi, j'en avais 9. Et donc, le premier festival qu'il a produit, c'est moi qui ai fait le poster avec ma sœur. Festival de jazz de QI. Exact. Un festival de jazz de QI qui est devenu un des grands festivals suisses. Et donc, littéralement, malgré un environnement assez classique, je veux dire une famille assez bien établie en Suisse, etc., on avait cette passion de la musique, de l'organisation de spectacles, et que je partageais avec un frère qui était plus âgé, et qui a fait que moi j'ai littéralement grandi en faisant ça, et j'allais à l'école à côté. Donc ça c'était ma vision de la vie. Parce que tu as étudié en droit. Et alors après j'ai fait des études, j'ai fait un master en droit. Je me suis spécialisé en propriété intellectuelle parce que je voyais bien que le droit n'allait pas être ma vie en lui-même. Tu le sentais? Ça, je le savais. Tu n'étais pas un passionné, tu rêvais pas de devenir avocat? En fait, c'était un peu un deal. C'est-à-dire que, comme je disais, j'avais une famille qui était assez traditionnelle dans un sens qui disait « tu dois faire l'université, tu dois avoir un papier. Si tu le fais, tu fais ce que tu veux à côté. » Okay. Et ils nous ont toujours soutenus, mes parents, toujours soutenus dans cette démarche d'organisation de spectacle qui était complètement inhabituelle. Je veux dire, moi, j'ai fait toute mon adolescence comme organisateur de spectacle. J'ai même pas réalisé que j'étais adolescent. Mais on avait cette condition que tu faisais un papier universitaire. Et ça, je l'ai rempli. C'était le seul point du deal qu'il fallait vraiment avoir. Et à ce moment-là, quel était ton rêve? Quelle était ta vision? Oui, ma vision était clairement de poursuivre dans cette tradition de la production de spectacles que j'adorais. Enfin, j'adorais me retrouver backstage. J'ai côtoyé toutes les plus grandes stars de jazz, mais aussi de rock, parce qu'on a beaucoup travaillé au Festival de jazz de Montreux avec mon frère. Donc là, j'ai rencontré des tas de gens, Phil Collins. Et donc, j'avais envie d'aller là-dedans. Et tout ça, je le projetais en me disant, ça va se faire depuis la Suisse. Et puis, au fond, plus j'ai avancé dans mon parcours en Suisse, plus l'industrie de la musique s'est cassée la figure. Il faut aussi mettre ça en parallèle avec ça. Dans les fin des années 90, 2000. Avec Internet et tout. Avec Internet. Je suis bien placé, j'étais producteur de disques. C'est juste. Absolument. Donc, tu as vu le problème, quoi. Alors, nous, on l'a vécu de très près, ce problème. Et donc, il a fallu inventer autre chose. Et là, c'est là que j'ai commencé à me mettre dans une situation qui a, je dirais, progressivement évolué d'une manière qui n'était pas là où je voulais aller. C'est-à-dire que j'ai créé une agence événementielle, de communication événementielle, dans le but de travailler beaucoup dans le business de la musique. Mais encore une fois, ce business se cassait la figure. Et donc, pour compenser, on a créé une agence événementielle qui est devenue de plus en plus une agence de publicité. En Suisse. En Suisse. Et là, je dirais qu'on a connu le succès par le hasard des choses un peu, c'est-à-dire que le groupe de tabac Philip Morris est venu s'implanter... De cigarettes est venu s'implanter à Lausanne, en Suisse. Ils ont déménagé de New York pour venir en Suisse pour se protéger un peu au niveau légal. Et donc, ils nous ont trouvés et ils nous ont dit, voilà, on va vous donner plein de boulot. Donc, c'est devenu un de tes plus gros clients? C'est devenu mon plus gros client.
Et on a produit des choses incroyables pour eux, mais progressivement, au fur et à mesure des années, d'abord j'avais de plus en plus d'employés, j'avais des partenaires qui étaient des gens super, mais ça a pris une forme où finalement j'étais en charge de beaucoup de gens, j'étais très stressé, et puis au bout du compte, je regardais le produit que j'aidais à vendre, et je détestais le produit. Ça te faisait pas vibrer. Ça n'avait pas de sens pour toi de vendre des cigarettes. Des cigarettes, vraiment. La chose la moins intéressante Tu le faisais parce que ça s'est présenté, tu faisais de l'argent. C'est ça. Ça paraissait bien, tu avais du succès. C'est ça. Aux yeux, j'imagine, de ton entourage. Tout à fait. Et tu as fait ça pendant combien d'années? J'ai fait ça, je dirais, à peu près 5 ans. Okay. Donc, de quel âge à quel âge environ? À peu près qu'est-ce que j'avais entre 25 et 30, si je ne me trompe pas, à peu près, oui, c'est ça. Donc, vers 30 ans, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Dans ma tête, je dirais qu'il y avait des signes. Il y avait quand même des signes de ce qui allait se passer, mais ça s'est passé beaucoup plus vite que je l'avais imaginé. Signes physiques ou... Un peu tout. C'est-à-dire que je savais que j'aimais pas ce que je faisais au bout du compte, à la fin de ma journée. Au début, est-ce que tu aimais ça au début? Au début, j'aimais assez. Ouais, c'était excitant. Mais plus ou moins. Mais tu sentais que c'était pas ça à 100%. Ça. Si tu veux, c'est toujours excitant quand tu as des mecs qui t'appellent puis qui te disent, voilà, tu as $1 million pour faire de l'événementiel. $1 million pour faire de l'événementiel, c'est quelque chose. Donc ça, c'était toujours excitant. On travaillait avec du multimédia, avec des choses. Mais au bout du compte, je revenais toujours à la même chose. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais? Je vends quoi? Quel est le produit? C'est de la cigarette. Et moi, la cigarette ne m'intéresse pas. Donc, j'arrivais progressivement dans ma vie, chez moi, je rentrais tard le soir. J'avais une vie privée qui n'était pas très intéressante parce que je bossais comme un fou. J'avais un très bel appartement, tout était bien de ce côté-là, mais je m'endormais devant la télévision. Oui. Et en France, enfin moi je regardais des chaînes françaises, c'est vrai en Suisse aussi, vers 3h du matin, tu as des émissions sur la pêche. Oui. Tu as un gars qui lance sa ligne et qui t'explique qu'il va peut-être attraper une truite. Enfin le truc le plus ennuyeux de la planète. Et donc tu as voulu devenir pêcheur? Je me suis posé la question. Peut-être que c'est ma nouvelle vie. Eh bien, écoute, un jour, donc je me réveillais là devant, puis je me disais, bon, c'est quand même un peu pathétique de se réveiller devant la pêche à 3h du matin. J'allais me coucher, le lendemain, je reprenais ma journée de fou. Et donc, un jour, je ne sais pas pourquoi, je me réveille devant une émission où je vois un chef d'orchestre. Et vraiment qui explique sa démarche, et tu le vois backstage, tu le vois avec l'orchestre. Et je me dis, ça, c'est ma prochaine vie. Là, ça a fait... Ouais. Parce que je ne sais pas comment l'expliquer, ça fait et tu t'es dit ça, c'est moi. Mais je me dis ma prochaine vie. Donc en pensant, il faut que je fasse déjà celle-là, et puis après je meurs. À la retraite, je recommence. Même pas à la retraite, à la prochaine vie. Je sais pas, c'est peut-être bouddhiste comme concept. Parce que c'était pas concevable de faire un... Tout allait bien pour toi. C'était pas concevable de faire d'autres choses. En fait... Tu pensais faire ça le reste de ta vie, ton agence. J'avais quand même des doutes pas ça. internes, je pense, énormes. Parce que ça m'a pas pris beaucoup de temps. Le lendemain matin... Je me rase, je me regarde dans mon miroir et je me dis, dans ma prochaine vie, je serai chef d'orchestre. Et à ce moment, et je jure que c'est vrai, j'invente rien. À ce moment, je me dis, tu as à peine 30 ans et tu es déjà en train de penser que tu vas avoir une prochaine vie, donc il faut mourir entre deux. Enfin, c'était compliqué. Et je me dis, c'est pas possible. Il faut que ce soit cette vie-là. La vie peut être très longue. Quand tu penses à ta prochaine vie. Mais c'est fou. Puis tu sais pas combien de temps va se passer quand tu n'es pas vivant. Toi, tu avais du temps à tuer avant de te rendre à ta prochaine vie. C'est ça. Et pour être heureux. Et ça me correspondait pas parce que j'ai toujours été quelqu'un aussi d'instinctif, de quelqu'un qui va sur des choses qui me passionnent. Donc, concrètement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fini de me raser en me disant, ça va pas être la prochaine vie. Je connais pas assez la musique pour être chef d'orchestre, mais je vais être chef d'orchestre à ma manière. Toi, tu sentais ça, mais sans savoir les détails de ça. Aucune idée des détails. Mais chef d'orchestre, il y avait quelque chose là-dedans qui te parlait. C'est ça. C'est fou. Hein? C'est ça. Et je suis allé au travail, à mon agence. Et le jour même. Le lendemain matin. Voilà. Et j'ai appelé mes 2 partenaires. On s'est mis dans une salle de conférence et je leur ai dit, écoutez, je ne peux pas vraiment vous expliquer, mais dans 6 mois, je ne serai plus là. Donc, tu le savais. Voilà. Et ils m'ont dit, mais t'es fou. Ils m'ont dit, qu'est-ce qui se passe? Ou ils ont pensé que je leur avais peut-être caché quelque chose. Ouais. Je leur ai dit, j'ai rien à cacher. Je vous ai rien caché, mais j'aime pas ce que je fais et je veux que ma vie soit sur des choses que j'aime. Je veux être passionné, je veux continuer à faire ce que j'ai fait quand j'étais plus jeune, quand j'organisais des festivals, des concerts, ça me prenait vraiment. Donc je leur dis,
je vais sortir, je vais m'en aller et je pense qu'il faut qu'on se donne 6 mois. Et là, ils m'ont dit, mais tu vas où? J'ai dit, je vais quelque part, je sais que j'y vais, mais je sais pas où. Ok, c'est fou. C'est vraiment la phrase. Ça, c'est un classique. Je l'ai vécu souvent, C'est et je ça. comprends très bien. Ouais. Donc voilà, donc je me suis dit, on va aménager ça. Il se trouve que la dynamique, quand tu annonces quelque chose de cette amplitude à des gens autour de toi, très vite, eux sont pris d'un doute énorme. C'est-à-dire qu'ils se disent, mais qu'est-ce qu'il fait? Donc, en fait, tu te fais éjecter du système beaucoup plus vite que tu l'avais anticipé. Ouais. Ce qui est dur à vivre. Ouais, moi, j'avais prévu de prendre une petite période sabbatique. Enfin, j'avais prévu, pas le matin même, mais je veux dire, dans les semaines qui ont suivi, je me dis, je vais prendre une période sabbatique et je vais tout de suite me donner quand même un but dont je ne savais pas même si c'était juste ou pas, mais je me suis dit, je vais aller à New York, qui est une ville que j'adore, et je vais juste faire une parenthèse, mais te dire que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais le déclic new-yorkais, tu es la personne avec qui je l'ai eu. Je me souviens, tu me l'as raconté, mais raconte-le. Très brièvement, on avait 18 ans avec Daniel, et ce qui s'est passé, c'est qu'on on faisait une tournée ensemble, et un jour, on avait 6 heures à tuer à New York. Et on a pris un taxi, et la seule chose qu'on avait le temps de faire, c'était d'aller visiter un endroit. Et on est allé en haut de l'Empire State Building. Et je me souviens, mais de manière très très claire de ce qui s'est passé. Comme si c'était hier. On est arrivé en haut, j'ai vu New York, c'était la première fois de ma vie que j'étais à New York, et j'ai dit, je vais habiter là. Ça a fait... Voilà. Alors ça, peut-être c'était une ça première absolument, tu vois, absolument. qui était déjà existante. Ouais. Cela dit, j'avais passé beaucoup de temps après à New York, parce que j'étais venu faire des stages dans des maisons de disques et des trucs. Et donc ça, je me suis et toujours ça te parlait arrangé. encore New York. Là. Ça me parlait. Ça t'attirait beaucoup. Complètement. Ouais. Il y avait une chose qui avait changé, c'est qu'il y avait eu le 11 septembre depuis. Ouais. Donc c'est vrai que là, je parle, quand j'ai eu cette révélation de me dire, faut que je m'en aille, c'était en 2003. Et donc, ça faisait 2 ans que le 11 septembre s'était produit, donc j'étais pas retourné à New York, j'avais plein d'appréhensions. Mais je me suis dit, je m'inscris dans une école de cinéma pour faire quelque chose de nouveau. Donc, quelques jours après avoir annoncé à tes partenaires de ton agence c'est ça. Que tu sentais plus que c'était ta voix, quelques jours après, tu t'inscrivais dans une école de cinéma à New York. C'est ça. Quelques jours, c'est quelques semaines. Hein. Quelques semaines. J'ai regardé, je me suis dit, faut que je fasse un truc. C'est vrai que j'avais eu une révélation pendant ces années quand même, pour dire qu'il y a eu des tas de choses bien pendant ces années. J'ai dealé beaucoup avec l'audiovisuel, avec du multimédia. Ouais. Et j'avais pas de formation. Je venais du droit, je venais de la musique, mais j'avais pas de formation dans l'audiovisuel. Donc j'ai improvisé en tant que directeur artistique d'agence. Et je me démerdais, mais je me suis dit, il faut que j'acquière une vraie connaissance. Ça aussi, ça t'attirait. Oui. Ça, New York, le chef d'orchestre, trois petites... Non, mais c'est vrai. Oui. C'est 3 petites vibrations, c'est ça. Mais qui n'ont pas vraiment de lien nécessairement ensemble. C'est juste. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, vers 31 ans, vers 30 ans, tu es déménagé à New York. C'est ça. En t'inscrivant dans une école de cinéma. Tu as commencé à faire du cinéma indépendant. Complètement. De réalisateur. Et qu'est-ce qui s'est passé après ça? Ben, après, les choses, comme souvent, vont assez vite. D'abord, je suis arrivé à New York, je me suis éclaté. L'école de cinéma était un truc, une vraie révélation pour moi. C'est-à-dire que j'ai compris que être chef d'orchestre, c'était pas avec un orchestre, mais c'était avec des équipes de films, de tournage. J'ai senti que si je pouvais avoir soit un angle de réalisateur, soit un angle de producteur. Il se trouve que j'avais la possibilité au niveau compétences de faire les deux. Donc je me suis mis souvent dans des situations où je fais les deux. Et ça me donne beaucoup de liberté, si tu veux. Tu sentais que c'était ta place? Est-ce que tu sentais que tu étais sur ton X? Complètement. À New York, en train de faire ça? Exact, sur ton X. Tu peux pas dire... Et tu le sens parce que les gens, le regard des gens aussi te le dit. C'est-à-dire? Quand tu es dans le X, tu es au milieu de tes compétences, là, tu es vraiment dans ton truc. Tu rayonnes. Tu rayonnes, et les gens te le disent. Les gens te suivent. Les gens, toi, tu es à ta place. C'est ça. Et tu décroches des trucs. C'est-à-dire que tu as des gens qui sont des super pros, qui tout à coup viennent vers toi. Alors que, à la limite, ça fait 6, 12 mois que tu es dans le truc. Mais je dis ça parce que c'est vrai que j'ai eu un concours de circonstances avec des gens que j'ai rencontrés qui a fait que très vite, j'ai été impliqué dans des gros projets. Et à diverses capacités, mais en tant que producteur notamment. Et donc ça a été absolument génial parce que j'ai pas eu l'impression de régresser, j'ai pas eu l'impression de repartir complètement en bas de l'échelle. Et ça, c'est la beauté, je dirais, de l'Amérique, vue en tout cas d'un Suisse. En Suisse, j'aurais jamais pu faire ce que j'ai fait. J'aurais dû galérer pour expliquer comment on pouvait être parti de cette industrie pour arriver là-dedans, comment est-ce qu'on peut être
directeur artistique d'une agence de pub et devenir réalisateur. Tout ça, Parce que cérébralement, rationnellement, logiquement, ça se peut pas. Ça se peut pas. C'est pas raisonnable. C'est très cloisonné. Hein, c'est très cloisonné, c'est-à-dire que si tu es artiste en Suisse, tu es artiste. L'étiquette est là. C'est ça. Et moi, je sais pas ce que je suis. Moi, je suis un super créatif. Je suis un. T'as pas de limite. J'ai pas de limite. Je m'en fiche. J'ai pas envie d'avoir un label X ou Y. C'est bien. Et donc ça ici, je parle de New York en l'occurrence. New York est un moteur d'intégration. On va jamais te dire, t'as un accent, t'es suisse, t'es ci, donc tu peux pas faire ça. Tout le monde a un accent. Tout le monde a un accent. Tu prends le taxi, t'es avec un Indien, tu sors du taxi, tu manges ton kebab, c'est un gars. Tu te sens pas différent. C'est ça. Donc, et même je dirais au plus haut niveau, parce que très vite j'ai commencé à travailler sur un spectacle multimédia avec le New York Philharmonic, qui est vraiment une des grandes institutions culturelles de cette ville. Personne m'a jamais dit, mon gars, t'es là depuis une année, tu peux pas faire ça. T'es supposé être avocat, t'es suisse. Rien. Ouais. Tu vois, j'ai amené des solutions. Tout le monde me disait, ah bon, bah ok, si t'amènes des trucs et que t'es bon et que tu te débrouilles, les gens te prennent. Mais on dit souvent que moi en tout cas, moi je le dis, quand on marche vers la bonne place, vers notre sans que ce soit raisonnable, rationnel, cérébral, que on appelle ça la synchronicité, la magie qui opère, les planètes qui s'alignent. Oui. C'est un peu ce que tu as vécu. Les planètes s'alignent et les gens qui ont à se présenter se présentent. Tu l'as vécu ici. Oui. Ça fait combien d'années que tu habites à New York maintenant et que tu travailles à New York? Ça va faire 11 ans. 11 ans. Ouais. 11 ans. Et quand tu es déménagé ici pour prendre ton cours de cinéma, est-ce que tu pensais que tu déménageais pour le reste de la vie? Écoute, je pense que je le savais, parce que je me souviens d'une chose, et ça c'est de nouveau en Suisse, mes parents qui étaient des gens qui ont toujours vraiment soutenu ce que je faisais, c'est-à-dire que j'ai vraiment eu un environnement familial qui a toujours supporté ce que je faisais. Encore une fois, à condition qu'on fasse cette condition de faire des études, ce que j'avais fait, ils étaient toujours là. Et ma mère, qui est très bonne cuisinière, enfin qui adore faire à manger pour plein de gens, avait fait un immense repas le jour où je suis parti pour New York. Et techniquement, je ne partais que pour 6 mois. J'avais pas de visa pour plus, etc. Et ma mère a fait un immense repas qui était sublime et qui était vraiment un repas d'adieu. Tu vois, même si c'était pour 6 mois. Ben oui, mais je pense qu'elle que... sentait. Et je me souviens qu'il y avait un ami de mes parents qui était là cette soirée et qui était toujours plutôt le gars à dire ouais mais bon, qu'est-ce que c'est que ça? Et il a fait une réflexion en disant c'est fou, Edouard, ce qu'on te célèbre pour partir 6 mois. Et dans mon esprit, j'ai réagi en me disant, t'es con, t'as rien compris. Tu vois, je me disais, ce type n'a rien compris. Il y a un mouvement de fond qui est là. On célèbre ça. Et autant j'avais des parents qui avaient compris ça, autant c'est cet ami-là que j'aime bien, mais enfin, il n'avait pas compris le truc. Donc oui, il y avait quelque chose qui s'était mis en place. Il se trouve que tout s'est aligné. J'ai trouvé mon épouse, qui est aussi suisse, de la même région, est arrivée aux États-Unis peu après moi. Je la connaissais pas du tout. Tu l'as connue à New York. Je l'ai connue à New York. Là, tu es marié avec elle. Tu as 2 enfants aujourd'hui. Exact. Et donc, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui se sont ensuite alignées et qui ont pris forme. Et tu as produit plein de... On est entouré d'affiches, de tes productions à toi. Là. Tout à fait. Tu veux nous en parler un petit peu, tu as créé Giants Are Small, ta compagnie de production, qui a produit des grosses productions. Là. Tu peux nous en parler un petit peu? Là, ben oui, c'est aussi le fruit des hasards. En fait, j'ai rencontré sur mon parcours un metteur en scène extraordinaire qui est devenu un de mes très bons amis, qui s'appelle Doug Fitch, et qui a comme spécialité de mettre en image la musique classique. Et moi, je venais plutôt du jazz, du rock, mais il se trouve que j'ai aussi grandi dans un univers de musique classique. D'où le sur le chef d'orchestre. C'est ça, en plus, exact. Mais tu vois, et quand on en parle, ça devient plus clair. Et Doug Fitch et moi, et un troisième partenaire suisse, Frédéric Goumi, qui est un entrepreneur dans le multimédia, on a décidé de former cette société, Giants Are Small, pour produire des spectacles qui sont des grosses extravagances théâtrales. Donc, 60, tu me disais combien de gens sur la scène? Il y a jusqu'à 160 personnes sur scène. 160 personnes avec un orchestre, l'orchestre philharmonique de New York, entre autres. Entre autres, il y a l'orchestre philharmonique de Los Angeles avec qui on fait des choses aussi. Donc c'est les meilleurs orchestres et les meilleurs talents dans la danse, dans l'opéra, dans la marionnetterie. On fait aussi beaucoup de marionnetterie sur scène. Donc c'est des spectacles qui sont complètement fous. Que tu as produit à New York, à Londres. C'est ça, et à Los Angeles. Et à Los Angeles. C'est ça. Quand même pas banal pour un petit avocat qui arrivait de Suisse et qui connaissait pas grand-chose aux multimédia, aux orchestres symphoniques. C'est fou, là, quand tu y penses, le chemin que tu as fait depuis que tu es arrivé à New York.
Mais ça fait 11 ans de ça. Ouais. Ça fait pas 50 ans. Non, ça fait pas 50 ans. C'est quand même impressionnant avec le temps. Et tu travailles présentement sur un nouveau projet qui s'appelle Peter and the Wolf in Hollywood. Tu peux nous en parler aussi, dans lequel travaille Alice Cooper. C'est ça. Que tu as engagé pour faire la narration. C'est quand même pas banal. Non, c'est pas banal. En fait, c'est vrai qu'on produit des gros spectacles. Le problème de ce qu'on fait, c'est que c'est tellement gros que c'est très difficile à exporter. On a réussi à l'exporter à Londres, mais c'est toujours dans des contraintes de syndicats, avec des budgets de fou. Enfin, c'est trop gros. C'est trop gros dans un sens. Okay. Et je voulais qu'on puisse... On a une imagerie et je dirais un monde imaginaire avec Jay and Small qui est très fort. Qui fait que je discute avec des gens comme Disney, avec Cirque du Soleil. Universal. Qui sont exactement pour... Exactement. Universal Music est devenu coproducteur sur le projet Peter and the Wolf parce que on s'est dit qu'on allait aller vers le monde plus digital et merchandise. Et donc, on est en train de sortir, là, c'est un digital audio album, c'est une application qui va sur iPad, sur iPhone pour kids. Qui est déjà sorti en Allemagne. Exact. En Allemagne, en Hollande. Ça va sortir en Italie. Et puis évidemment... Avec des vedettes locales. Voilà. On engage chaque fois une star de rock très connue dans la langue en question. En anglais, c'est Alice Cooper. Alors en anglais, c'est Alice Cooper, ce qui est vraiment un truc... Si tu regardes mon parcours, c'est assez drôle parce qu'encore... Que toi, tu travailles avec Alice Cooper. C'est vraiment le truc le plus improbable qui est. C'est loin du chef d'orchestre. C'est ça. Mais voilà, je crois à ces choses. C'est-à-dire, je crois... Bon, là, on voulait vraiment marquer que c'est un contenu pour kids. C'est une magnifique histoire. C'est la plus belle musique classique qui existe, qui est là-dessous. Des visuels de fou, des jeux de fou aussi dans les applications. Et on va sortir le spectacle aussi. Et en fait, ce qu'on voulait, c'était marquer que voilà, la musique classique n'est pas un truc d'intellectuel, etc. Et on voulait montrer que à l'autre bout du spectre de la musique, il y avait des gens qui étaient tout aussi aficionados de la musique classique. Et c'est comme ça que l'union s'est faite avec Alice Cooper. Toi, tu mêles les genres. C'est ça. Tu mixes les genres. C'est ça. Mais écoute, t'en parles, t'as des étincelles dans les yeux, tu sembles passionné par ce que tu fais. Ça fait 11 ans que tu es à New York, avec le recul. Est-ce que c'était une bonne idée à l'époque de déménager à New York? Qu'est-ce que tu referais de différent? Est-ce que tu le regrettes? Est-ce que, avec les leçons que tu as apprises depuis, d'avoir suivi ta vibration qui n'était pas rationnelle, pas très raisonnable pour un avocat de Suisse? Écoute, il n'y a pas un regret. Je veux dire, si je regarde ma vie maintenant, d'abord, ce que je sais, c'est que si j'avais pas fait ce changement radical... Qui n'était pas logique, pas très raisonnable. Non, non, certainement pas. Eh ben, je serais... J'ai une mesure de ce que je serais, c'est que je regarde l'agence que j'avais cofondée en Suisse. Eh ben, elle est à un stade, maintenant c'est une très belle agence en Suisse, mais j'ai pas du tout... pour rien au monde, j'aimerais être là-dedans. Jamais tu retourneras en arrière. Jamais. Autrement, bah, évidemment, il y a des choses que je regrette, c'est que je vois très peu ma famille. J'ai quand même... Il y a eu des grosses... C'est difficile de sortir de ça. C'est une très grosse sortie de zone. Ça a pris des concessions énormes, c'est-à-dire que j'étais pas forcément à côté de mon père quand il a été extrêmement malade. Il est décédé. J'ai pu être que présent partiellement pour ces choses. Donc ça, c'est dur. Mais sinon, il n'y a pas un seul regret. Quoi. Malgré toutes ces difficultés, zéro regret. Zéro. Tu referais encore la même chose si c'était à faire. Et présentement, est-ce que tu as... Je pense que tu as eu une autre bulle, ce que j'appelle des bulles. Tu as eu une bulle, pas longtemps, une poussée de vie. Oui. Un Quand tu es rentré dans une maison, là tu habites le Bronx, et à chaque jour, tu viens ici à 2 pas de Times Square en métro. Oui. Mais là, tu as eu un coup de cœur pour une maison à Woodstock en pleine campagne. C'est juste. Il n'y a pas si longtemps. Et là, tu déménages à Woodstock, tu déménages toute la famille pour vivre maintenant à la campagne. C'est ça. Donc, tu quittes pas les États-Unis, mais tu restes encore dans l'État de New York. Parle-moi de cette bulle. Cette bulle, pas très raisonnable, pas très logique. En ayant un bureau à Manhattan. C'est ça. Écoute, j'habite à Brooklyn, d'ailleurs, je le dis, parce que Brooklyn est un endroit vraiment magnifique de New York où on est. C'est la neighborhood où il faut être avec des enfants. Donc, on a vraiment eu de la chance aussi parce que avec ma femme, on fonctionne beaucoup à l'instinct quand il s'agit de se trouver un lieu pour s'y mettre. On a trouvé un appartement à Brooklyn en littéralement 2 heures, une fois. Et c'est un endroit sublime. On a développé toute une vie ici,
Mais il se trouve que, bon, nous, on vient plutôt de la nature. Tu vois, on est des gens qui avons beaucoup skié dans notre enfance. Ma femme vivait en campagne. Et on s'est dit pour nos enfants, le concrete, le goudron et la ville et la campagne. Pour nos enfants, tu vois, on se disait, il manque un truc. Tu les vois pas vivre toujours à New York. On avait envie de leur offrir un peu plus de nature et de verdure. Ouais. On a quand même une contrainte quand tu vis dans une ville comme ça. C'est tes enfants ne sortent jamais de la maison seuls. Hein? Et tu peux pas courir, ouvrir la porte et courir. Nous, on avait une enfance où on ouvrait la porte et on courait, et on allait au bord du lac, voilà, sans avoir peur. Et ici, tu peux pas, simplement. C'est la réalité de New York. C'est la réalité. Et donc, ma femme, un jour, entend parler par une amie d'une maison qui va se libérer vers Woodstock, une maison de campagne, de gens de New York qui font l'aller-retour tous les week-ends. Et là, Woodstock, New York, c'est combien de C'est 2 heures de commute. 2 heures en voiture. C'est ça. Et ma femme me dit, écoute, on va voir cette maison. Elle m'envoie une photo, c'était pas une bonne photo. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu vas aller faire à Woodstock? Regardez une maison. On était allé une fois à Woodstock, on n'avait pas été très convaincus. Pas très raisonnable, pas très rationnel, pas très raisonnable. Voilà. Bon, on part, et je jure que c'est vrai. On part, non, on appelle les gens, parce qu'on reçoit d'autres photos, puis on se dit, ah mon Dieu, ça a l'air quand même vachement beau. Il faut dire, il y avait un parc avec la maison qui venait, sublissime. Bon, on voit ces photos. Et moi, je partais en voyage, donc j'ai dit à ma femme, je ne veux pas aller le jour de la journée porte ouverte pour la maison. Je ne serai pas là. Donc ma femme appelle les gens et leur dit, écoute, est-ce qu'on peut venir avant, juste voir la maison? On adore cette maison, on voit des photos. Et les gens me disent, ok, vous pouvez débarquer quand vous voulez. On saute dans notre maison avec nos enfants. On arrive dans l'auto, pardon. On arrive dans cette maison. Et je te jure, on arrive, il y avait des criquets. Bon, c'était au mois de juin. C'était sublime. C'était méditerranéen comme ambiance. Et on se regarde avec ma femme et on se dit, il y a un problème. Il y a un problème. J'ai déjà vécu exactement ce dont tu parles. Ouais. Absolument. Il y a un problème parce que c'est ça. C'est notre maison. Ouais, on se regarde et on dit, ça c'est chez nous. C'est ce que ça fait. Ouais. Ça fait. On se dit, ça, c'est moi. C'est ça. Ça, c'est le signe d'une bulle. C'est fou. Et ça, c'est vraiment un truc où tu te dis, attends. OK, là, on essaye de rationaliser et d'expliquer la liste du pour et du contre. Mais on se met à table avec les propriétaires qui disent, oui, ben, on va mettre cette maison en vente, on va faire une porte ouverte, truc porte ouverte, il y aura un broker, etc. Non. Exactement. Et à la fin du repas, 2 heures plus tard, je leur dis, bon, écoutez, on s'est regardé 3 fois avec mon épouse pendant le repas, donc je savais qu'on était sur la même longueur d'onde. Et je dis aux propriétaires, je leur dis, écoutez, nous, on aimerait acheter la maison. Le jour même. Et on leur dit, nous, on part en Europe pendant l'été. Donc, si vous voulez, vous pouvez rester dans la maison jusqu'à la fin de l'été, parce que je savais qu'elle était très attachée à cette maison. Et au moment où je dis ça, je vois la propriétaire qui s'effondre. Et qui se dit, mais c'est qui ce gars qui débarque à ma table et qui 2 heures plus tard me dit, tu peux rester dans ta maison encore 2 mois, mais après je te l'achète. Et là, je me dis, j'ai fait une erreur complète dans la négociation. J'allais trop pleurer. J'allais trop vite. Ouais. Et bon, en fait, ça s'est très très bien passé. C'est des gens merveilleux. Et on a fait un deal à toute vitesse. Et donc, oui, on a commencé à faire les allers-retours et à découvrir cette vie en dehors de New York, etc. Et un jour, ma femme m'accompagnait au train, parce qu'il y a un train qui va de Woodstock. Enfin, la géographie n'est pas tout à fait exacte, c'est une autre ville, qui m'amène à New York. C'était un lundi matin. J'avais plongé dans une piscine délicieuse. J'avais passé la fin de semaine à la maison. Il y avait les criquets, il y avait tout. Moi, les criquets, ça me fait fondre chaque fois. C'est le sud de la France. Les cigales. C'est ça. Et donc, elle m'amène à la gare et elle me dit, on devrait déménager ici. Et j'étais arrivé littéralement à la même conclusion les jours qui avaient précédé et je ne savais pas encore comment on allait amener ce sujet. Et donc, dans la voiture, on se dit, oui, je crois que c'est ce qui va se passer. Et là aussi, la décision, quelque part, c'est assez marrant parce que il y a beaucoup de décisions qui doivent être prises après. Il faut trouver une école pour les kids, tu dois être sûr que, tu vois, qu'il va y avoir une éducation, c'est quand même pas évident. Mais au fond, ta décision, elle se prend dans cette voiture. Elle est prise à ce moment-là. Après, tu vas avoir 12 000 trucs à aménager. Le plus difficile, c'est de l'assumer. C'est de marcher tout de suite. Et de la formuler. Parce qu'il fallait la dire. Mais tu le sens. Ouais. Tu le sais. Et je dirais que là, c'était la première fois qu'on prenait une décision vraiment à 2. Moi, les autres décisions de bulle, comme tu dis, je les ai prises seul. J'avais pas de partenaire quand j'ai pris la décision de partir de Suisse. J'avais pas besoin de rendre des comptes à quelqu'un. Je pouvais, bon, à mes partenaires, oui, de commerciaux, mais je veux dire,
Là, il y avait quelque chose, il y avait des enfants en jeu, il y avait tout. Et on a suivi ça, et là, on est 6 mois après, et ça se fait, quoi. Tout naturellement, tu vois. Je vais garder ces bureaux ici. Les planètes s'alignent. Les planètes s'alignent. Je reviendrai ici 1 jour par semaine pour mes rendez-vous. Mais le reste, je vais le faire depuis là-bas. Et là, tu sens que tu es encore plus sur ton X. J'espère, Vivre à la campagne, dans ta maison, vraiment, avec ton bureau à New York. Complètement. C'est tout. Le meilleur des deux mondes. Le meilleur des deux mondes. Est-ce que tu retourneras en Suisse? Non, j'adore la Suisse. Pour des raisons que j'avais expliquées tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai toute ma famille, j'ai mes amis, j'ai des amis fantastiques. C'est un pays qui est fascinant, surtout qui est fascinant dans son intelligence à s'adapter au monde. C'est un tout petit pays. Hein. C'est 7 millions de personnes qui parlent 4 langues différentes. Comme le Québec, mais on parle 4 langues différentes. Ouais, allemand, italien, français et romanche. Et qui s'adapte et qui est capable de se trouver une place dans le monde qui est incroyable. Absolument. Donc j'ai énormément de respect pour ça. En revanche, pour mon genre de parcours, c'est un pays qui est impossible à vivre. C'est-à-dire qu'il y a un regard social sur les gens qui changent de métier, sur le risque, sur la notion de risque, d'échec. Le changement n'est pas souhaitable en Suisse. Il est peu souhaitable. Ouais. Et puis, de deux choses l'une, soit tu le fais, tu te plantes, et là, il y a un regard qui est très très dur sur les gens. On te l'avait dit. On te l'avait dit. Oui, parce qu'alors vraiment, c'est le premier truc. Tu regrettes, là. Hein? Exact. Et puis, si tu réussis... t'es chanceux. Non, c'est plus que... Bon, on a un côté un peu calviniste, luthérien, qui est de... On n'aime pas trop le succès qui stand out non plus. Donc, voilà. Bon, on va dire, ouais, le gars est un peu spécial, il a fait ça. Mais, cela dit, c'est des gens super ouverts. Je crache pas sur mon pays parce que je l'adore. Mais c'est pas un pays où tu fais ça facilement. Moi, ce que je vois ici, c'est que... Et là, je suis aussi professionnellement en train de lancer un truc qui est complètement nouveau. Je peux me planter. Hein, comme dans tout ce que j'ai fait ces 10 dernières années, mais j'ai pas peur. Ça, c'est pas le problème, c'est pas de me planter du point de vue du regard des autres. Je m'en fiche. Je me plante, il y a personne qui va me reprocher quoi que ce soit. Tu sais que c'est un processus. C'est ça. Tandis que si je faisais ça dans mon pays d'origine, plus barré. C'est ça. Fini. C'est ça. Donc ici, il y a une forme de liberté qui reste vraie. L'Amérique reste un pays. Et je pense que quelque part, je le sens. Je travaille avec des Québécois. Cette mentalité dynamique américaine est très forte et cette tolérance de l'échec est indispensable pour vraiment pouvoir faire ce genre de choix. Cela dit, je suis sûr qu'il y a des gens qui le font en Europe. J'ai beaucoup de respect pour eux. Et vice-versa. Et vice-versa. Il y en a qui le font pas ici parce qu'ils ont peur aussi. Exact. Absolument. Ouais. Disons que c'est un trait... C'est mieux vu ici. C'est plus pardonnable ici. On comprend mieux que c'est un processus. Ici, ce qu'il y a de fou, c'est que l'échec est quelque part un capital que tu peux faire valoir. Alors que... C'est un acquis. C'est un acquis. Tu as appris. Tu peux en parler. Les gens aiment que tu en parles parce qu'ils vont toujours dire qu'est-ce que tu as appris de ça et qu'est-ce que tu vas changer pour réussir. C'est inspirant à la limite. C'est inspirant. Et c'est vrai, je veux dire, toutes les grandes success stories ici, souvent, celle qui marche le mieux, c'est celle où il y a des gros échecs. Bon, parce que les Américains ont aussi un sens du drama qui est, il faut ouvrir des dents de scie. Mais c'est quand même une force énorme pour un pays. Je pense que c'est un pays qui a des tas de problèmes, on le sait, on l'entend, mais qui garde ça. Et c'est pour ça qu'en innovation, ça reste un pays extraordinaire. Absolument. Écoute, tu sembles pas regretter d'avoir suivi tes bulles, tes moments de forte inspiration, d'intuition. Écoute, c'est un parcours très inspirant qui va probablement aider ou inspirer plusieurs personnes qui sont peut-être en train de se poser la question. Ça peut être vice-versa, des Nord-Américains qui veulent aller vivre en Europe où le gazon n'est jamais plus vert chez le voisin. Non, mais absolument. Des fois, on a le goût juste de faire changement. Ouais. Et c'est pas facile d'aller travailler dans un autre pays. Ça, c'est une très, très grosse sortie de zone. Écoute, félicitations pour avoir eu le coup, parce que ça prend du courage. Merci. D'oser suivre son intuition, alors que tout le monde nous dit que on voit le regard des autres aussi, qui ont peur pour nous. Écoute, félicitations, bravo. Et si les gens veulent par exemple, t'écrire, te retrouver ou voir ce que tu fais, le meilleur endroit sur le web, c'est? Ils peuvent aller sur giantsaresmall.com. GIANTSARESMALL. Giantsaresmall.com. C'est ça. Les géants sont petits pour la traduction. Les géants sont petits. Tu es un grand Jean. Merci beaucoup. Merci. Édouard, vraiment, merci beaucoup et bonne chance pour tout ce qui s'en vient. Bonne chance à vous. À Woodstock et à Manhattan. Merci. Merci.